Ça va? T'as bien dormi? Prêt à discuter jeux de société? Alors accroche-toi parce qu'aujourd'hui on va voir du lourd avec 4 jeux assez gros mais aussi très bons pour terminer avec un jeu plus léger qui te fera sans doute bien marrer. Au programme, on va construire une cité dans le ciel, on va fouiller les fonds marins, on va libérer les dragons de la montagne, on va dépouiller les clients d'une auberge en Ardèche, on terminera par participer à une course complètement déjantée. Le tout en moins de 30 minutes. Salut, c'est Kevin, bienvenue sur Casse Départ. Encore une fois, je vais revenir avec toi sur les jeux auxquels j'ai récemment joué, afin de t'expliquer comment ils se jouent et ce que j'en ai pensé. Avant de démarrer, n'oublie pas de me soutenir en me partageant un commentaire, en ajoutant un petit like et surtout en t'abonnant. Allez, c'est parti! On commence donc cette semaine avec Skyrise, réimplémentation du jeu Metropolis. Conçu par Gavin Brown, Sébastien Pochon et Adam Wise, édité chez Roxley et localisé par Lucky Duck Games, il propose des parties de 30 à 90 minutes pour 2 à 4 joueurs, alors voyons ensemble s'il vaut le coup de s'y intéresser. Dans Skyrise, le maire a fait appel à toi, l'un des plus grands visionnaires de l'humanité, pour l'aider à construire Skyrise, une magnifique cité dans le ciel dédiée à l'art, à la science et à la beauté. Alors j'espère que t'as révisé tes cours d'archi parce que ce serait vraiment bête qu'elles viennent à tomber. Tu vas donc devoir prouver ton génie en utilisant un système d'enchères spatiales pour remporter des sites à construire, gagner la faveur des factions et mécènes pour atteindre tes objectifs secrets et construire ta merveille. Tout un programme, n'est-ce pas? En vrai, Skyrise se joue très facilement. Enfin, disons que le tour de jeu n'est pas compliqué. Le jeu se joue en 2 aires et pour chacune tu acquiers des bâtiments à placer sur le plateau. Chaque bâtiment vient avec une valeur inscrite sur sa base. À son tour, le joueur qui démarre l'enchère choisit de poser un de ces bâtiments face valeur visible sur une des régions des îles. Cette région doit alors se trouver sur l'île centrale ou adjacente à une région déjà occupée par un bâtiment. Démarre alors à tour de rôle une enchère qui consiste à poser un bâtiment de plus haute valeur sur une région adjacente au précédent. Si plus personne ne veut monter, tu remportes alors l'enchère, poses ton bâtiment et les autres joueurs récupèrent les leurs. C'est aussi toi qui démarreras la prochaine enchère. En posant ton bâtiment, tu récupères aussi un jeton précédemment placé sur la région. Celui-ci peut avoir plusieurs effets, soit augmenter ta cote auprès de la faction de la couleur correspondante, soit t'associer à un mécène pour gagner en fin de partie autant de points de victoire que cachés sous son jeton. Augmenter ta cote auprès d'une faction te permettra aussi de marquer des points pour chaque bâtiment que tu auras posé sur une région de leur couleur. À la fin de la première ère, on va regarder qui a le plus de grands bâtiments sur une île. Ce joueur en gagne la domination et remporte quelques points au passage. On le refera aussi à la fin du jeu, donc les situations auront l'occasion d'évoluer entre temps. À partir de la 2e ère, tu obtiens aussi une merveille à placer sur le plateau. C'est en gros un bâtiment spécial qui remportera instantanément l'enchère et activera un pouvoir que tu auras choisi parmi 3. Enfin, en fin de partie, on ajoute aussi les points des objectifs publics que tu auras complétés. Ils correspondent à des placements particuliers de bâtiments sur la carte et ceux de ton objectif secret, qui sera toujours d'avoir construit au moins 4 bâtiments sur les zones d'une faction identifiée parmi les 4 du jeu. Simple donc, mais en réalité très stratégique. Ce qui fait qu'on réfléchit beaucoup avant d'avancer un pion. Les enchères te forcent à utiliser tes bâtiments avec parcimonie, mais t'obligent quand même à investir pour développer ton jeu. À mesure que le jeu avance, moins de régions sont disponibles, ce qui déclenche des situations où il ne reste qu'une seule région disponible pour recommencer une enchère. C'est donc à bien calculer, car ça peut rapidement offrir des régions à très bas prix au joueur qui se sera correctement positionné. Cela génère une tension très forte où chaque prise de décision devient cruciale pour gagner. La force de Skyrise, c'est qu'il te pousse à développer une réflexion poussée sur un simple système d'enchères et d'action. Pour cela, je trouve qu'il se rapproche de Ra, un excellent classique conçu par Rainer Knizia. Il me fait aussi un peu penser à Rebirth, même si ce dernier n'a pas de système d'enchères et est donc différent. On essaye dans les 2 jeux d'occuper l'espace au mieux dans un système d'action qui consiste à prendre le contrôle de régions. Bref, le jeu est beau et se met en place facilement. Ce n'est pas forcément trop long si on s'entend tous pour réduire nos temps de réflexion. Sur cette première partie, j'étais clairement mal engagé, et pas forcément content de ce que je faisais. Bon, disons-le clairement, j'étais vraiment en train de rager. Je crois que ça m'appelle à revoir comment j'aborderai ma prochaine partie. Je crois que je ciblais trop certaines régions pour me conformer à mon objectif, alors que le jeu appelle davantage à s'adapter tout au long de la partie. On est tous amenés à poser tous nos bâtiments, donc le scoring final dépend surtout de l'alignement entre les régions où tu as posé tes bâtiments et ton niveau sur chaque faction.
Skyrise offre donc une proposition assez unique et bien équilibrée. Il aura donc toute sa place dans une ludothèque de passionnés. On continue avec Thesaurus, que j'ai eu la chance d'acquérir récemment à bas prix. C'est un jeu de pose d'ouvriers conçu par Cédric Millet pour 1 à 4 joueurs, et quant à la durée, je préfère pour le moment ne pas t'en parler. Je l'avais à l'œil car j'aime beaucoup tout ce que Super Meeple édite, et je dois dire que le thème m'avait aussi fortement attiré. Mon voisin Renaud m'a proposé de venir jouer un soir avec ses amis Raph et Lisa, j'en ai donc profité pour l'apporter. Thesaurus, c'est un jeu où tu diriges une compagnie de fouilles sous-marines, dont le but est de récupérer des trésors pour les revendre au musée. La partie se déroule sur 3 années, chacune découpée en 3 quadrimestres, et l'objectif est d'être le joueur qui accumule le plus de réputation. Ouais, je reconnais, quadrimestre, c'est pas un mot qu'on a souvent l'occasion d'utiliser. Au début de chaque année, tous les joueurs reçoivent le même revenu. Mais attention, ce revenu diminue d'année en année. Vient ensuite l'une des phases les plus importantes du jeu, la planification budgétaire. Tu dois répartir ton argent dans différentes caisses pour l'année à venir. Certaines servent aux ressources humaines, d'autres à la recherche et au développement, d'autres encore aux fouilles. Et il y a aussi une caisse noire qui te permettra de participer à une enchère en fin d'année pour déterminer l'ordre du tour suivant. Chaque quadrimestre se joue ensuite en 2 temps. D'abord, les joueurs placent leurs ouvriers à tour de rôle sur les bâtiments du plateau. Puis, on active ces bâtiments, un par un, selon l'ordre d'arrivée des ouvriers. Certaines actions coûtent de l'argent au moment de l'activation. Alors fais bien gaffe, car si tu n'es pas capable de payer, tu perds de la réputation. Il y a beaucoup de bâtiments, mais sans tous les détailler, ils te permettent de recruter de nouveaux ouvriers, développer des brevets, fabriquer de l'équipement, acheter des cartes trésors, préparer des expéditions en mer, plonger pour récupérer des trésors, développer le musée, faire de la publicité pour ton agence et évidemment te replacer dans l'ordre du tour. Il y a même une action pour aller à la pêche aux moules. Non, mais je te promets. Le problème, c'est que tu commences avec seulement 3 ouvriers et que tu as envie de tout faire. Parmi eux, il y a le boss qui bénéficie de coûts réduits et peut former des ouvriers spécialisés, plus efficaces sur certains bâtiments. Mais à la fin de chaque quadrimestre, il faut payer tout ce beau monde. Donc n'oublie pas de prévoir ça dans ton budget. Les actions suivent une logique assez naturelle. Pour plonger, tu dois d'abord équiper ton zodiaque, obtenir la carte correspondante à une zone, puis envoyer tes ouvriers en mer. Selon ton équipement, tu peux descendre plus ou moins profondément pour récupérer des trésors, que tu ramènes ensuite au musée afin de gagner de la réputation. Le système de déplacement et de plongée est volontairement riche. Certains équipements te permettent de sonder les fonds marins, d'atteindre des trésors plus profonds ou même de gérer les requins pendant la descente. C'est assez complet. Tu gagnes principalement de la réputation en exposant tes trésors au musée, mais aussi via certaines actions et optimisations. À la fin de la 3e année, on compte simplement la réputation accumulée et le joueur qui en a le plus a gagné. Bon, alors Thesaurus est vraiment très intéressant et surtout extrêmement thématique. On a clairement l'impression d'être à la tête d'une vraie compagnie de fouilles sous-marines. Voir ses moyens évoluer, recruter du personnel, s'équiper en matériel, préparer ses expéditions, tout ça fonctionne très bien et les actions s'enchaînent de façon assez logique. Même si, parfois, tu devras passer par des hydravions pour acheminer ton nouvel équipement jusqu'à tes bateaux et améliorer tes plongées, ce qui ajoute encore une couche de planification. Là où le jeu devient plus exigeant, c'est sur la planification budgétaire en début d'année. Ici, on ne prévoit pas simplement les 2 ou 3 prochains tours, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on compte faire sur l'ensemble de l'année. Et forcément, comme les emplacements sont disputés et que l'ordre du tour a un impact énorme, tout ne se passe jamais exactement comme prévu. Il faut aussi anticiper le budget des ressources humaines, payer ses employés et décider dès le départ si on va recruter davantage ou pas. L'idée est excellente et fonctionne bien, mais soyons clairs, ça demande une grosse charge mentale. Le jeu démarre sur une analyse assez lourde de ce que tu comptes faire sur les 8 à 10 prochains tours, ce qui peut être intimidant pour des nouveaux joueurs. Heureusement, le plateau propose des budgets types pour aider à démarrer, même si évidemment on est vite tenté de s'en écarter pour tenter de mieux optimiser. La mécanique des ouvriers spécialisés est aussi très intéressante. Tu peux former un ouvrier sur un bâtiment précis pour le rendre plus efficace, mais en contrepartie, il devient beaucoup moins pertinent ailleurs. C'est un vrai choix structurant qui renforce l'idée de spécialisation de ton entreprise, mais qui t'enferme aussi progressivement dans certaines lignes de jeu. L'interaction entre joueurs est bien présente, mais rarement frontale. Elle passe par plusieurs systèmes. Les brevets d'objets qui rapportent de l'argent à leur inventeur quand les autres les utilisent, les cartes trésors dont le prix évolue en fonction des achats, ou encore le musée, où tu peux ouvrir des salles que les autres exploiteront.
À ça s'ajoutent les emplacements limités sur le plateau qui rendent l'ordre du tour absolument crucial, ordre du tour qui se joue lui-même via une enchère cachée. Il y a donc énormément de bonnes idées à découvrir et à expérimenter dans Thésaurus. En revanche, il faut être honnête, le jeu est long, voire très long. Pour te donner un ordre d'idée, il nous a fallu plus d'1 heure pour assimiler les règles, et au moins autant pour jouer la première année. À un moment, il a bien fallu aller se coucher. On n'a donc pas terminé cette première partie un peu à regret, mais clairement j'ai très envie de le ressortir avec le même groupe maintenant que tout le monde maîtrise le jeu. Ça devrait grandement accélérer le rythme et nous permettre d'aller jusqu'au bout. Cette première expérience m'a déjà donné une bonne idée de ce que propose Thésaurus, un jeu riche, exigeant, qui mérite d'être apprivoisé sur la durée. Il me reste surtout à confirmer comment le jeu évolue sur les 2 années suivantes pour voir si elle se révèle aussi, voire plus, intéressante que la première. Allez, on enchaîne avec Dragonnier, toujours chez Super Meeple. Jeu qui se situe entre enchères et placement d'ouvriers, conçu par Rob Fisher et Adam Porter. Il propose des parties de 60 à 90 minutes pour 2 à 4 joueurs. Et pour le coup, le temps de partie est ici bien respecté. Je l'ai proposé un mercredi soir au TLM, c'est donc avec Alex, Simon et Hugo qu'on s'est lancé. Dans Dragonnier, tu incarnes l'un des champions envoyés par le roi sur l'île des Dragonniers pour contrer des braconniers et sauver un maximum de dragons. Tout ce que tu fais dans la partie sert à un objectif simple, accumuler plus de gloire que les autres joueurs. Cette gloire se gagne en libérant des dragons, en recrutant des héros, en accomplissant des missions et en développant ton compagnon dragon. À la fin de la 5e manche, celui ou celle qui a la plus grande renommée est nommé émissaire dragon et remporte la partie. Monsieur émissaire dragon, s'il vous plaît. Une partie se déroule sur 5 manches, chacune découpée en 4 grandes phases. Le cœur du jeu repose sur un système de placement de groupes. À ton tour, tu envoies des groupes de mercenaires sur différents lieux de l'île pour préparer des récompenses que tu récupéreras plus tard. Plus ton groupe est grand, plus tu seras prioritaire pour choisir les meilleures cartes. Toute la tension du jeu vient de là, anticiper où envoyer tes forces, quand investir gros et quand accepter d'être second, voire dernier. Lors de la phase d'action, tu alternes entre envoyer des groupes vers les lieux ou recruter des assistants qui t'offrent des pouvoirs ponctuels. Les mercenaires que tu utilises ne sont pas tous équivalents. Les recrues peuvent aller partout mais seront défaussés, tandis que les vétérans sont plus spécialisés et reviennent dans ta main une fois l'action effectuée. Tu peux aussi accompagner ton groupe avec ton compagnon dragon, dont les attributs force, perception et vitesse débloquent des effets puissants, créant une montée en puissance au fil de la partie. Vient ensuite la phase de récompense où tout ce que tu as préparé se résout. Les lieux sont traités dans un ordre précis et les joueurs choisissent leurs cartes selon la taille de leur groupe. C'est là que tu récupères des dragons, des héros, des réserves ou des cartes de garnison, chacune contribuant à ta stratégie. La montagne est une zone plus risquée qui te permet de récupérer les meilleurs dragons au prix de pertes de vétérans ou d'une montée de ta jauge de flamme qui représente les blessures et la fatigue accumulée. Ou autrement dit, à quel point tu t'es fait cramer. Après cela, la phase de raid t'oblige à sacrifier des mercenaires ou à encaisser des pénalités si tu n'es pas assez préparé. Enfin, la manche se termine par une phase de réinitialisation. Le plateau est rafraîchi, de nouvelles cartes apparaissent et on se prépare pour la manche suivante. La partie s'achève après la 5e manche. On compte alors toute la gloire gagnée, celle des dragons sauvés, des héros accomplis, des garnisons complétées, des attributs de ton dragon, et même ta jauge de flamme, qui peut rapporter des points supplémentaires si tu as su la contenir. Très belle surprise pour un jeu qui trouve un très bon équilibre entre temps de jeu et complexité. La mécanique principale de pose de groupe de mercenaires fonctionne très bien et force l'interaction entre les joueurs pour réserver les emplacements des différents lieux du plateau. On navigue donc toujours entre planification et adaptation. Le tout est très fluide, on cherche majoritairement à construire son moteur à l'aide de mercenaires vétérans, des héros et des cartes de réserve. Ces deux dernières doivent d'ailleurs être appairées avec un dragon de la même couleur pour être activées. C'est un système intelligent qui oblige à observer ses adversaires pour ne pas trop se marcher sur les pieds. On vise ainsi davantage les couleurs de dragon que les autres joueurs ne prennent pas. La montagne propose aussi un système intéressant. Après avoir récupéré par ordre les dragons du premier palier, elle exige de défausser un gardien par palier pour continuer à avancer. Sachant que ces dragons peuvent aussi demander la même chose, ça peut vite se révéler très coûteux en vétéran. Il faut donc toujours rester attentif aux objectifs proposés, au raid de fin de manche, à son niveau de flamme et aux couleurs des dragons proposés. Comme quoi, il y a de quoi faire. Sur cette première partie, on s'en est tous plutôt bien sortis, mais Alex a réussi à prendre le lead en complétant davantage d'objectifs de garnison.
Bref, un vrai plaisir de jeu pour une esthétique très propre, vraiment rien à redire, on a passé un très bon moment avec Dragonnier. Je le ressortirai avec plaisir, il n'est vraiment pas compliqué à expliquer, une partie se démarre donc très rapidement. T'es toujours là? Bon alors attaquons-nous à l'Auberge Sanglante, un jeu de cartes et de stratégie conçu par Nicolas Robert et illustré par le grand Weberson Santiago. Et c'est marrant parce que lui, son nom claque autant que ses illustrations. Le jeu est initialement sorti en 2015 chez Pearl Games mais n'avait pas été réédité depuis longtemps. Il vient de ressortir en boutique alors j'ai foncé pour pouvoir me le procurer avec son extension Les Forains. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. J'ai récemment été invité à jouer chez mon amie Yasmine, c'était donc l'occasion de l'essayer. L'Auberge Sanglante se déroule en 1831. On joue donc une famille d'aubergistes très cupides qui accueillent des voyageurs en Ardèche. Sans scrupule, on met en place un plan machiavélique qui consiste à accueillir nos clients pour mieux les tuer et les enterrer dans la nuit afin de les détrousser de leur argent. Oui, je sais, pas très cool, mais que veux-tu, on choisit pas toujours son métier. Chaque joueur incarne un membre de cette famille, mais ici pas d'esprit d'équipe, c'est chacun pour soi. L'objectif est simple et parfaitement assumé par le thème, être le plus riche à la fin de la partie, peu importe le nombre de cadavres laissés derrière soi. La partie se déroule sur une succession de tours, répartis en 2 grandes saisons, et chaque tour suit toujours le même rythme. D'abord, le soir, on accueille les voyageurs. Le premier joueur pioche des cartes voyageurs et les installe dans les chambres ouvertes de l'auberge. Chaque chambre est liée à un joueur en particulier. Ensuite vient la nuit, cœur du jeu, durant laquelle chaque joueur joue 2 actions dans l'ordre du tour. Enfin, le matin, on gère les conséquences. Enquête de la police, départ des voyageurs survivants, puis paiement des salaires. Ce cycle crée un équilibre permanent entre opportunisme, planification et prise de risque. Pendant la nuit, tu disposes de plusieurs actions possibles, toutes centrées sur les cartes clients. Tu peux corrompre un client pour l'ajouter à ta main et t'en faire un comparse, construire une dépendance en transformant un comparse en bâtiment permanent aux effets puissants, tuer un client pour le transformer en cadavre, ou enterrer ce cadavre sous une dépendance afin de récupérer son argent. Chaque action nécessite de jouer des cartes depuis ta main en fonction du rang du client ciblé, et seules certaines cartes reviennent en main selon leurs aptitudes. Les autres sont perdues, ce qui rend chaque décision coûteuse et tendue. Le cœur du jeu repose sur cette gestion très fine de ta main. Plus tu recrutes de comparses, plus tu as de possibilités d'action, mais plus tu devras payer de salaire en fin de tour. A l'inverse, construire des dépendances te donne des effets durables et te permet de cacher des corps, mais t'oblige à sacrifier des cartes que tu ne pourras plus utiliser. Le timing est donc crucial, d'autant plus que laisser des cadavres non enterrés te rend vulnérable aux enquêtes des forces de l'ordre qui peuvent te coûter très cher. La fin de partie est déclenchée lorsque la pile d'entrée des voyageurs est épuisée pour la seconde fois, ou plutôt si l'auberge ne peut plus être remplie correctement. On procède alors à un dernier nettoyage, puis au décompte final. On additionne l'argent accumulé. En cas d'égalité, celui qui a enterré le plus de cadavres l'emporte. L'Auberge Sanglante est un jeu à l'humour noir assumé, où chaque tour te pousse à jongler entre cupidité, discrétion et gestion du risque, avec toujours cette petite pression de te demander si la police ne va pas frapper à la porte au pire moment. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles à jouer, prenant plaisir à corrompre ou tuer les clients pour les enterrer sous les dépendances. On prend le temps de décider dans quelle chambre chaque invité va résider, car ceux qui survivent à la nuit vont rapporter des revenus à son propriétaire. On essaye donc de placer les moins attirants chez soi, espérant qu'ils termineront la nuit dans leur lit. Le système d'action est super simple, car il consiste à défausser des cartes pour en jouer d'autres. On construit des dépendances pour construire son moteur de revenus. L'extension Forain apporte des très belles additions telles que les objets à drafter en début de partie ou les événements qui viendront changer la stratégie durant la nuit. En vrai, elle est tellement bonne que je pense que je pourrais plus m'en passer. Bref, déjà très envie d'y rejouer, le jeu propose une belle interaction entre joueurs, surtout lorsqu'on enterre nos cadavres sous les dépendances des autres pour partager le revenu ou lorsqu'on vient à directement piquer l'argent de ses voisins. Et puis, évidemment, les illustrations de Weberson Santiago nous immergent complètement dans cet univers noir et caustique qui n'est pas sans rappeler les créations de Tim Burton. Bon, t'as compris, moi j'adore. Comme promis, on termine cette semaine avec du plus léger. Parlons donc de Magical Athlete, un jeu de course complètement loufoque édité chez CMYK. Il a été créé par Takashi Ishida et Richard Garfield, qui n'est autre que le papa de Magic. Il se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes. Je lisais en fin d'année dernière de très bons retours à son sujet, ce qui m'avait intrigué. J'étais d'autant plus intéressé de savoir comment il se différenciait de Hot Streak, un autre jeu de course farfelu sorti chez CMYK.
Ça tombe bien, j'ai profité d'une galette des rois chez mes amis JB et Aurore pour pouvoir le tester. Alors, on regarde ça ensemble ? Dans Magical Athlete, tu participes à une compétition totalement absurde où des athlètes improbables s'affrontent sur une piste de course. Ton objectif est de marquer plus de points que les autres en remportant des courses. La partie se compose de 4 courses successives et à l'issue de la dernière, le joueur qui a accumulé le plus de points gagne. En cas d'égalité, tout le monde célèbre parce que le jeu assume le chaos jusqu'au bout. Avant le début de la partie, chaque joueur constitue une équipe de coureurs, choisie via un draft. Tu n'utiliseras chacun de ces coureurs qu'une seule fois dans la partie, ce qui crée déjà une vraie tension. Faut-il envoyer ses meilleurs athlètes tout de suite, ou les garder pour les courses qui rapportent le plus de points ? Chaque course suit toujours le même principe. Selon le nombre de participants, les joueurs choisissent secrètement un ou deux coureurs de leur équipe, le ou les révèlent en même temps, puis la course démarre. À ton tour, tu lances un dé et tu avances tes coureurs d'autant de cases. C'est ton déplacement principal, la base sur laquelle tout le reste du jeu s'appuie. Et c'est là que Magical Athlete déraille volontairement. Chaque coureur possède un pouvoir unique, souvent déclenché par des situations très précises. Dépasser quelqu'un, être dépassé, partager une case, être en tête, être dernier. Ces effets s'enchaînent, se combinent et se contredisent parfois, provoquant des retournements de situation permanents. Chaque déplacement peut déclencher une cascade d'effets chez toi ou chez les autres. Une cascade d'effets, oui, mais surtout une cascade de rire. La course s'arrête dès que 2 coureurs franchissent la ligne d'arrivée. Le premier marque les points de première place, le second ceux de la deuxième place, et tous les autres repartent bredouille. Les coureurs utilisés sont alors définitivement retirés de la partie. On retourne alors la piste pour alterner avec des cases à effet, et une nouvelle course commence avec de nouveaux choix de coureurs. Après la 4e course, la partie prend fin immédiatement. On additionne simplement les points gagnés lors des courses, et le joueur avec le total le plus élevé remporte la partie. Mais attends Kevin, t'es pas en train de me décrire le jeu de loi par exemple ? Ben, en quelque sorte, si, mais tout l'intérêt du jeu vient des pouvoirs des personnages. Ceux-ci sont toujours simples à comprendre, mais vraiment bien pensés. On va parfois crier au scandale, car ceux-ci ne sont pas forcément balancés. Je pense notamment à Legs, qui peut choisir d'avancer de 5 plutôt que de rouler son dé. Mais toute la magie vient de la combinaison de tous les effets. Sur notre dernière course, je jouais par exemple Scoocher qui avance de 1 dès qu'un autre effet se déclenchait. Il se trouve que Gunk était aussi dans la partie et réduisait tous les mouvements des autres personnages de 1. Donc oui, à chaque fois que quelqu'un utilisait son pouvoir ou tout simplement jouait son déplacement principal, j'avançais de 1. Les autres me détestaient, mais moi qu'est-ce que j'ai rigolé. Honnêtement, je préfère même pas te détailler davantage les autres pouvoirs disponibles, car tout le plaisir est aussi de les découvrir et savoir à quel moment les utiliser. Nous avons joué cette partie à 4 et déjà les effets pleuvaient. Il faut pourtant savoir qu'il doit s'agir du mode le moins chaotique. À 5 ou 6 joueurs, ça doit complètement être la folie. À 2 et 3 joueurs, le jeu doit même gagner en saveur car on joue 2 coureurs par course, ce qui invite à choisir des paires qui vont bien comboter. Mais alors, comment se compare-t-il à Hot Streak ? Eh bien c'est là que c'est intéressant. Contrairement à celui-ci, dans Hot Streak, on ne contrôle pas vraiment les coureurs, on va juste parier sur leurs résultats. On a paradoxalement plus de contrôle en choisissant préalablement des cartes à ajouter au deck de course, mais beaucoup moins sur son déroulé. En vrai, les deux jeux coexistent très bien, je comprends mieux maintenant pourquoi CMYK n'a pas eu peur de les éditer tous les deux en même temps. Bref, Magical Athlete est un jeu de course volontairement chaotique où le hasard du dé est constamment tordu par des pouvoirs délirants. La vraie maîtrise ne vient pas du contrôle mais du timing, du choix du bon coureur au bon moment et de l'acceptation que tout peut basculer en une seule action. De toute façon, c'est bien simple, j'ai envie de le faire découvrir à un maximum de gens tellement je me suis marré. Et voilà! En moins de 30 minutes, on a vu ensemble 5 jeux très différents. Difficile pour moi de te dire celui que j'ai le plus retenu, car ils étaient honnêtement tous excellents. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas, si tu veux me soutenir, de laisser un like, d'ajouter un commentaire, ou même de booster la vidéo. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine ludique, et je te dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt!